Pourquoi Noob n'est jamais entré dans la sphère professionnelle de l'audiovisuel? Eh bien, c'est le sujet de ce partage d'XP parce que oui, on a eu des opportunités, notamment d'être produit pour Internet, ou alors à la télévision, et enfin au cinéma, voire sur les portails de VOD à la Netflix, etc. Et pourtant, on est toujours une web-série entre potes 16 ans plus tard. Alors, avant de réfléchir à ce qu'on aurait pu céder, voyons ce qu'on possède. D'abord, Noob, c'est une web-série qui a été créée à la grande époque des web-séries. On a eu cette chance-là de voir un internet tout clean, tout propre, avec les premières web-séries qui arrivaient et donc des grosses communautés qui se formaient avec la force de frappe de No Life, la chaîne No Life. Et donc c'est vrai qu'on a eu cette chance-là d'avoir une espèce d'ascension fulgurante grâce à ce tremplin. D'ailleurs, tous les succès qu'on connaît aujourd'hui sur internet, que ce soit les streamers, les youtubeurs, bon, les web-séries, il n'y en a plus beaucoup, mais les web-séries, à chaque fois, il y a eu un tremplin, il y a eu quelque chose qui a fait la différence à un moment donné. Nous, ça a été la chaîne No Life et le timing, et peut-être aussi le fait que notre thème ce soit les MMO, et qu'il y ait eu World of Warcraft, la grande époque World of Warcraft, à ce moment-là. Le reste, après, bon, c'est une alchimie qui fait que ça a duré, un pont transgénérationnel, enfin, il y a plein de choses, mais c'est pas le sujet. Donc, on possédait tout ça. Il faut savoir que nous, on a commencé en 2001. La première fiction que j'ai produite pour Internet, c'est 2000. Donc pendant 8 ans, on sait ce que c'est que de créer du contenu sans que personne ne le regarde, à part notre propre équipe et quelques potes. Voilà. Donc en 2008, on était hyper content de voir une communauté se former, c'était génial, on était invités en salon, il y avait des gens qui parlaient de Noob, en bien, en mal, peu importe, mais ça, on parlait de Noob, c'était vraiment cool, il y avait vraiment une dynamique, il y avait quelque chose qui se créait autour et quand on est passionné, c'est génial en fait de vivre ça. Et puis ensuite, très rapidement, en 2009, il y a le roman qui a été signé aux éditions Octobre et puis en 2010, on a sorti notre première bande dessinée aux éditions Soleil. Donc le côté transmédia est arrivé très vite. Donc là, vous avez très rapidement le tableau de Noob, une web-série avec une communauté qui est hyper bienveillante en plus et qui était en pleine expansion, du transmédia chez des gros éditeurs, donc voilà, c'est super, on part de là. Au début, il n'y avait pas beaucoup de modèles économiques envisagés, il y avait même zéro modèle économique. De temps en temps, il pouvait y avoir une petite production, de temps en temps, il pouvait y avoir voilà, des gens qui mettaient un peu de billes dans certains projets, mais c'était pas un vrai modèle économique, c'était vraiment des petits incubateurs, des petites tentatives. Après, on a vu apparaître Golden Moustache, Studio Bagel, on a vu apparaître ensuite voilà, des structures qui ont commencé un petit peu à produire du contenu sur Internet. En tout cas, en ce qui concerne Noob, notre première approche avec un producteur, c'était dans le cadre de TF1, puisqu'on était sur Watt TV, et forcément, Watt TV étant le portail de TF1, il y avait des producteurs qui gravitaient autour, et il y en a un, du coup, qui nous avait approché, et son concept, c'était donc une application où il y avait que de la fiction verticale, des contenus produits en professionnel, pour du vertical, donc c'est pas vraiment pour internet mais c'est pour les téléphones. Il avait le nez creux parce qu'effectivement le vertical ça a explosé, mais il était peut-être trop en avance sur son temps. En tout cas il avait beaucoup de fiction déjà, mais c'était des fictions des pays de l'Est en fait, des mecs avec des pistolets, des voitures qui se cassent et tout, enfin des trucs de fou, et il était intéressé donc pour avoir Noob sur ce format là, mais il y avait ce côté un petit peu ça pouvait pas matcher déjà parce que forcément il voulait récupérer l'ensemble de la licence Noob avec une exclusivité, donc ça voulait dire que maintenant Noob ne pouvait être disponible que sur son application, il fallait tout retourner en professionnel, donc petit budget, donc ça veut dire dégager les 3/4 de l'équipe, faire très peu d'effets spéciaux parce que les effets spéciaux ça coûte très cher, et donc surtout ne plus faire Noob sur internet. C'était pas du tout dans notre esprit en fait, on a très vite refusé. En plus il disait, moi je veux pas appeler ça de la web série, pour moi, c'est de la série digitale. Déjà parce que bon, on navigue avec les doigts, téléphone et tout ça. Et puis, il disait web-série, c'est trop connoté amateur. Donc, moi, je veux vraiment pas qu'il y ait cette étiquette amateur de web-série. Donc, voilà. Donc, bon, nous, on était très, très amateurs, justement. C'était notre concept. Et on s'amusait très bien. Donc, bon, ça pouvait pas fonctionner. Donc, on a poliment décliné cette offre, mais on aurait pu avoir une première entrée dans le monde professionnel. Après, il y en a eu d'autres, je ne vais pas tout vous détailler, ce qui est intéressant, je pense qui vous intéresse, c'est le cinéma, donc on va y venir. Mais on a eu aussi la possibilité d'essayer de faire un dossier CNC avec un producteur peut-être pour des petites chaînes télé comme Game One, comme les chaînes un peu geek, pas No Life évidemment, parce que No Life, il n'y avait pas cette force de frappe, mais pour des chaînes qui ont un peu de sous, avec le CNC, avec un producteur, faire un contenu de type un peu shortcom, comme ça, enfin en gros caméra café Noob quoi, voilà, c'est un peu dans cet esprit-là, un truc très léger, produit et compagnie.
C'était très vite... c'était pas du tout adapté à nous parce que dès qu'on demande des sous au CNC et compagnie, il faut que ce soit il faut qu'il y ait une tentative de professionnaliser son projet. Et nous, pour être honnête, la web-série Noob, on n'est pas dans une logique de professionnalisation du projet. Le CNC, quand il vous juge et qu'il vous donne de l'argent, il dit « Ok, je vous donne de l'argent, c'est un investissement parce que vous avez envie d'entrer dans la sphère professionnelle », ce qui n'a jamais été notre souhait, donc on ne pouvait pas vraiment prétendre à ce genre de commission. Là aussi, ça n'a pas abouti, parce que on ne peut pas se dire « Les gars, on a la web-série Noob, on fait ce qu'on veut, on est dans notre coin, ne nous embêtez pas. Par contre, là, on veut faire un projet professionnalisant. Pour ce projet-là, on joue le jeu et on fait quelque chose de pro, où on paye tout le monde, etc. » Non, en général, la licence Noob, il faut tendre à un côté un peu plus professionnel, sinon on ne va pas vous aider de ce côté-là. Donc je le comprends tout à fait, il n'y a aucun souci. Donc ça ne matchait pas aussi pour ce genre de choses. C'est ou tout ou rien. C'est soit vous passez pro et vous essayez de devenir pro, et j'ai suffisamment évoqué le fait que ça n'était pas possible. Quand on voit... HeroCorp qui explique dans son crowdfunding que pour 60 000 €, ils ont une journée de tournage et 4 plans effets spéciaux. Je pense que vous faites le calcul avec Noob qui n'est pas à des années-lumière de HeroCorp, et vous voyez très vite quelles seront les limites. Il n'y aura plus d'effets spéciaux, il y aura très peu d'acteurs, il n'y aura plus vraiment de costumes. En termes de tournage, on pourra plus se permettre de tourner autant en extérieur, parce que s'il pleut et que c'est 60 000 balles la journée pour mobiliser tout le monde, oui, on va pas prendre le risque de voir le tournage ne pas se faire et compagnie, donc ça veut dire qu'on diminue tout en fait, et Noob ne sera plus Noob. Et puis en plus on ne tourne plus avec les copains, enfin bon, c'est pas du tout dans l'esprit, donc voilà, moi ce que je voudrais, et c'est là qu'on comprend un petit peu mon état d'esprit, je voudrais qu'on laisse tranquille la sphère web-série. Je voudrais qu'on la laisse dans son coin, et que s'il doit y avoir des projets pro, ce soit des reboots, mais qui n'interdisent pas la web-série d'exister, je sais que j'en demande beaucoup, ou alors, quand j'en aurai fini avec la web-série, quand on sera tout vieux, tout claqué au sol, tout pourri, et bien que là, on vende clairement les droits de Noob en se disant, voilà, Noob est arrivé au bout de sa vie telle qu'on la connaît. Maintenant, plutôt que le projet finisse dans un tiroir, qu'on n'en parle plus jamais parce que sur Internet, on oublie vite, on essaye de lui donner une autre chance à l'échelle professionnelle. Ça aurait pu être bien de tenter ça. Et c'est sûrement ce que je ferai à la fin. Hein. Je pense qu'à la fin, c'est avec ce genre d'état d'esprit que j'irai voir les producteurs, mais pas n'importe qui et pas à n'importe quel prix. Et voilà. Il y a aussi des scénarios dans lesquels Noob saura bien mieux en étant fidèle à lui-même jusqu'au bout et en étant jamais rebooté à l'échelle professionnelle, parce que si on le confie à la mauvaise personne, on va rester sur un souvenir qui est vraiment affreux, donc il faut faire attention. Mais c'est une licence qui effectivement attire, on a régulièrement des propositions, alors pas jusqu'au cinéma, hein, mais on a des propositions de plein de choses et on en refuse beaucoup parce qu'à chaque fois c'est soit ça détruit tout ce qui est créé actuellement et on peut plus continuer, soit c'est pas fait par les bonnes personnes, c'est pas fait avec le bon état d'esprit, donc du coup on est hyper méfiant. Mais ça n'empêche pas de signer plein de choses, hein, puisque regardez tout ce qu'on a fait, bon là vous voyez pas bien, mais tout ce qu'on a fait de Noob, c'est énorme, hein, il y en a jusqu'en haut, là on voit pas, mais ça monte jusqu'au plafond le placard. Il y a des romans, des BD, des light novels, des mangas, des jeux vidéo sur toutes les consoles, il y a des musiques, il y a plein de choses, une encyclopédie. Donc Noob, il n'y a pas de problème, on y arrive, mais il faut faire un choix, il faut faire des sélections. On en arrive donc au cinéma. Alors pour le cinéma, on a eu 3 approches dans notre carrière. On en a eu une première qui n'était pas hyper sérieuse, une moyenne et une beaucoup plus sérieuse, qui est allée jusqu'au contrat, avec vraiment un vrai engagement et compagnie. Alors, les premières, une fois c'était au dernier bar, Cédric, le général Cétardus nous avait organisé une espèce de speed dating de producteurs pour qu'on puisse un petit peu se familiariser avec cet univers-là. Et donc on avait eu des producteurs de Canal+, un petit peu tous les gens avec qui ils travaillent. Et là c'est pas allé très loin, souvent ça bloquait, les gens volontairement, les producteurs nous disaient « Ok, je vais carrément y aller franco pour voir c'est quoi vos limites ». Donc il y en a un, il a commencé, ça m'a fait rire, il a commencé en disant « Votre héros là, Sparadrap, si je vous dis, dans le reboot, je le recast par Kev Adams, vous me répondez quoi ?» Je disais j'ai rien contre Kev Adams, hein, j'ai vraiment aucun souci avec Kev Adams, mais je préférais que ce soit les acteurs originels qui les jouent, ou alors que on fasse quelque chose qui se passe dans l'univers de Noob, mais sans piocher dans les héros, enfin
Voilà, j'avais trop parlé, c'était déjà fini. En gros, voilà, c'était soit on fait un reboot, on vend tous les droits, c'est fini, ça devient en gros noob comme je sais pas, du Lachaud ou ce genre de choses. C'est-à-dire, on fait beaucoup d'humour, c'est très geek, on fait des films comme ça où on rigole beaucoup, on met des têtes d'affiche. Voilà, on fait du noob version comédie française en mode sans filet, quoi. C'est-à-dire que j'ai plus rien à dire, c'est fait, et puis on fait plus la web-série, on fait plus rien, on y va, quoi. Évidemment, c'était un peu too much, et c'est pas le genre de projet que je voulais lancer. Il y a eu d'autres projets qui consistaient à faire de la coproduction avec Olydri, notamment à l'époque du premier crowdfunding, quand ils ont vu qu'on était capable de lever 682 000 € via notre communauté. Très vite, il y a des producteurs qui nous ont approchés en disant, écoutez les gars, là, vous êtes capable de faire ça avec un modèle économique qu'on n'a pas vu venir, bravo. Si on tire un petit peu plus, nous, on peut transformer vos 682 000 € en 4 millions, 5 millions, et on peut faire une coproduction. Là, je leur ai dit, bah non, parce que c'est l'argent de la communauté, que ce n'est pas notre argent, donc on ne va pas le mettre en jeu dans un projet qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas. On a promis une certaine approche artistique dans notre crowdfunding, donc on peut pas faire ça. Si un jour... Alors à l'époque j'ai envisagé l'idée, maintenant c'est fini, mais je disais, si un jour on fait un crowdfunding de coproduction, les gens seront au courant de pourquoi ils donnent de l'argent. Je me souviens, on avait Michel Larocque là, qui avait fait une espèce de duel contre nous, à chaque fois de nous citer, parce qu'elle était sur Tous Coprod, elle faisait produire son film, je sais plus comment il s'appelait, pendant que nous on faisait notre crowdfunding, et il y avait une espèce de duel mis par les médias, et on a battu le crowdfunding de Michel Larocque, mais de toute façon c'était pas pareil. Nous c'est uniquement monsieur et madame tout le monde qui donnait dans le premier crowdfunding. Michel Larocque, elle avait des gens qui donnaient 50 000, 60 000 balles, et il y a marqué société machin truc aux États-Unis quand on regardait le nom des donateurs, donc c'était pas la même logique, et pourtant on a eu plus de budget qu'elle, donc c'est de dire si c'est incroyable ce qui s'est passé. Et ça aussi, ça joue, parce que quand je vais vous parler de cession de droit, quand vous êtes capable de lever 682 000 €, puis ensuite, quelques années plus tard, 864 000 €, on est plutôt regardant sur ce qu'on cède, en fait, parce qu'on sait ce qu'on a, on sait que ça fonctionne bien, que la licence noob elle est performante, qu'on a des stats qui nous conviennent, qu'on a une communauté qui a l'air contente de l'aventure, qu'on a un groupe d'amis qui vraiment vit sa passion. Moi en tant qu'auteur je vis ma passion, et je vis de ma passion via mes romans, mes BD, l'encyclopédie, etc. Donc en fait on est heureux, on est déjà heureux. Donc si on cède quelque chose, c'est pour que ce soit encore plus cool, que ce soit encore mieux, que la communauté soit encore plus contente, que l'équipe soit encore plus contente, et que la licence noob ressorte grandie de ce pas supplémentaire. Donc ça fait beaucoup de conditions. Le problème c'est que le cinéma n'est pas habitué à tout ça. Donc ce qu'il y a eu de plus concret, et je vais vous expliquer en fait quelles étaient mes problématiques. Déjà, quand vous cédez un film pour le cinéma, vous devez céder un certain nombre de droits, parce que le producteur, il faut bien qu'il puisse travailler, il faut bien qu'il puisse vendre la licence, aller chercher de l'argent auprès des investisseurs, il faut qu'il puisse les rassurer, il faut qu'il ait une marge artistique suffisamment large pour pouvoir faire une adaptation de Noob, typiquement, et il faut qu'ensuite qu'il puisse exploiter l'œuvre dans de bonnes conditions pour rentrer dans ses frais. Donc jusque-là, tout est logique. Donc ça implique quoi ? Tout d'abord, quand vous cédez des droits, il faut absolument que vous regardiez l'objet du contrat. Tant que l'objet du contrat, il n'est pas exact, il n'est pas clair et qu'il n'est pas accepté par les deux parties, limite ça ne sert à rien d'aller plus loin, parce que l'objet du contrat c'est ce qui va déterminer la lecture de tout le reste. Par exemple pour la BD Soleil, qui est finalement le dernier contenu qui n'est plus produit par Olydri et qui appartient à une autre société, on a un objet qui est très clair, c'est-à-dire que Soleil ne possède que les droits d'adaptation et d'exploitation des 40, j'hésite parce que les premiers tomes c'est 38 pages, après on est passé à 44 pages, donc voilà, les 38 ou 44 pages, plus la couverture de chaque tome, c'est tout. Ils ne possèdent pas les droits sur les curseurs, sur le logo, sur les personnages, sur les costumes, sur tout ça. Ils n'ont pas le droit de puiser dans la licence Noob pour créer d'autres bandes dessinées sans notre autorisation. Ils ne possèdent que les planches qu'on leur a livrées et la couverture, c'est tout. Ils ne peuvent que l'exploiter ou non, et s'ils cessent l'exploitation, on récupérera les droits. Donc c'est très important de déterminer l'objet du contrat. Donc là on parle du cinéma, donc quel était l'objet ? Il faut savoir que là où ça allait le plus loin, dans le projet qui allait le plus loin, il y avait une définition qui déterminait quelle était l'œuvre, donc l'œuvre originale. Donc ici c'était l'univers étendu de Noob, la web-série, les livres, tout. Il n'y avait pas tout, en fait, parce que pour l'instant, on en était aux prémices et que le juriste n'avait pas cité l'encyclopédie, le jeu vidéo et compagnie. Mais ça, je suppose
je suppose que ça aurait dû être dans le contrat et que ça aurait été indispensable. La question qui se posait, par exemple, c'est les spin-offs. On a Neo Geesia. Neo Geesia, c'est 3 gros romans, c'est 2 bandes dessinées, 2 mangas et une licence qui va durer pendant encore très longtemps. On avait Reroll qui n'était pas, on n'avait pas le blog de Gaïa, donc toute l'aventure des noobs dans le monde réel. Je pense que ça aussi, si on veut faire un film, c'est indispensable d'avoir et Neo Geesia pour le lore et le blog de Gaïa pour le monde réel. Et il manquait Rush, enfin voilà. Donc la question, par exemple, qui se pose à ce stade, c'est est-ce que les spin-offs, on les met ou pas dans l'objet du contrat? Parce que si on les met, ben forcément, tous les droits qui vont bloquer, entre guillemets, la licence Noob dans un certain périmètre, si ça bloque aussi les spin-offs, c'est pas la même histoire, c'est pas la même négociation. Alors que si jamais ça n'est que Noob, mais que demain je peux faire un film Neo Geesia, et d'ailleurs, pour moi, Neo Geesia se prêterait encore plus à un film de cinéma que Noob, bon bah si je peux plus faire de film au cinéma parce que ça fait partie d'un énorme packaging, bah là, on est encore dans une autre logique. Ça veut dire qu'à cause d'un film noob, je peux écrire autant de romans Neo Geesia que je veux, je suis bloqué. Donc il faut voir quel est justement l'objet et en quoi le contrat va entraver l'activité de la maison mère de Holy Drivers. On va dire Holy Drivers, ça sera plus simple. Holy Drivers, c'est tout l'univers étendu, les spin-offs, noob, absolument tout. Alors, dans ce contrat-là, on avait en fait le fait que le producteur pouvait puiser dans tout ce qui avait été créé, tout ce qui est créé et tout ce qui sera créé pour que le film puisse rester cohérent. Il y avait une logique de cohérence. Donc jusque-là, c'est pas gênant en fait. Ça peut paraître un peu fou de se dire mais attends, il peut puiser dans tout ce que vous avez fait, tout ce que vous ferez. C'est quand même hyper large et tout ça. C'est-à-dire que plus vous allez créer et plus ça alimente un contrat pour une autre société. Alors, dans l'idée, évidemment, c'est un peu déconné, mais c'est indispensable. C'est indispensable parce que si tu veux adapter un film c'est peut-être adapté sur 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Donc forcément, si jamais vous révélez des choses hyper importantes qui sont essentielles au film, surtout si on veut qu'il ait une certaine cohérence à l'univers étendu, forcément, il faut dire, oui, c'est déjà cédé, comme ça on fait pas des avenants toutes les 2 secondes et c'est beaucoup plus simple. Donc pour moi, cette clause, elle s'entend, même si jamais, effectivement, il y a un premier curseur de méfiance, en fait. Ensuite, il y avait la possibilité de, si le film ne se fait pas au cinéma, il sera créé pour les portails de VOD, Netflix, Amazon, etc., etc. Alors là, j'étais pas d'accord. Donc là, si la discussion était allée plus loin, j'aurais dit non, ça je veux pas, je veux un film de cinéma ou rien. Parce que si jamais je dois faire un contenu sur les portails de VOD, si je dois bloquer les droits de Noob pour un portail de VOD, je préférerais le faire pour un reboot. Le jour où Noob sera totalement terminé, si un jour on vend les droits, je préférerais tenter un reboot sous forme de série qui reprend, pas exactement parce qu'il y a toujours une réécriture, mais qui reprend l'histoire des 4 héros originels, recastés, etc., etc., à l'échelle professionnelle. Dans quelques années, peut-être quand j'aurai 50 ans, 60 ans, j'en sais rien, mais quand je serai allé au bout de l'univers étendu transmédia, si jamais l'aventure le permet, si jamais ça intéresse quelqu'un, vu que c'est des portails qui sont tout le temps en recherche de contenu et compagnie, et que nous, quand même, un bilan qui est pas trop dégueu, effectivement, je préférerais garder la carte de la VOD pour un vrai reboot. Et dans ce cas-là, c'est pas eux que j'aurais cédé que ces droits-là. Eux, pour le cinéma, ok, mais pas pour ça. Ça, c'est une autre approche, c'est autre chose. Donc ça, je l'aurais fait enlever, ce genre de clause. Ensuite, et ça, c'est dès le contrat, il faudra déterminer, évidemment, pour le cas de Noob, si jamais on fait un vrai reboot, un soft reboot, ou un truc dans la continuité, ce qui n'aurait aucun sens, parce qu'on va pas demander à des gens qui vont au cinéma de connaître une web-série amateur. Donc ça, on élimine cette possibilité. Donc il reste reboot ou soft reboot. Reboot, ça veut dire qu'il n'aurait aucun lien avec tout ce qui a été créé auparavant. On prend Star Wars, il y a en gros, quand Disney ils ont racheté, ils ont dit ça c'est le lore légende, hop, on le met dans un coin, c'est plus du tout canon, et là il y a le lore officiel, voilà. Bon là typiquement on aurait pu faire ça, nous on serait devenu le lore légende, on serait dans notre coin, et le nouveau lore qui aurait été professionnel serait parti du film, et on serait parti de zéro. L'autre possibilité, ça aurait été de faire, typiquement comme Visiteur du Futur, qui a fait un film, mais qui ne déjuge pas tout ce qui a été tourné avant. Pareil pour Star Trek. Quand il y a le vieux Spock qui arrive, ça veut dire que la vieille série avec les rochers en carton-pâte, elle est canon. Elle est canon, et ils ont respecté ce qui a été fait auparavant, sans être affublés par ce contenu qui était
trop vieux en fait pour qu'on y fasse directement référence. Ils ont fait le vieux Spock qui rencontre le jeune Spock, pareil pour Capitaine Kirk et compagnie, et ils sont partis dans une autre timeline, et puis voilà, du coup ils ont respecté absolument tout le lore, et ça c'est cool. Donc on aurait pu faire ça, on aurait pu dire, bah écoutez, on va pas déjuger, on va dire que là c'est une nouvelle génération, on va créer des personnages, mais dans le passé lointain, au loin, on peut voir les statuts des héros de la web-série Noob, enfin des petits détails, mais très léger. On aurait pu faire quelque chose de très léger avec une toute nouvelle génération, et hop, on ne s'embête pas avec ce qui a été créé auparavant. Mais il y a quand même un point qui est important, c'est qu'évidemment, je pense, je suis pas dans la tête des producteurs, mais si jamais ils signent une licence comme Noob, c'est pas pour la beauté du cinéma. C'est parce qu'il y a une grosse communauté derrière et que ça fait quand même une certaine garantie de faire un certain nombre d'entrées et donc potentiellement de ne pas perdre trop d'argent. Parce que c'est risqué le cinéma, vous pouvez très vite faire un flop et perdre énormément d'argent et vous êtes très embêté pour la suite. Donc là, vous avez quand même une certaine garantie. Vous avez une des communautés les plus actives du net, proportionnellement à sa taille, qui a prouvé maintes et maintes fois qu'elle était capable d'avoir des répercussions à l'échelle d'un continent. Donc forcément, il y a quand même un certain espoir de se dire ouais, je pense qu'avec une communauté pareille, il y aura quand même quelques entrées qui vont se faire au cinéma, et donc une certaine assurance de bouche à oreille, une certaine assurance de bienveillance. Voilà, donc c'est vrai que c'est ça, je pense, qui est intéressant. Donc à mon avis, il y aurait eu les personnages de la web-série Noob qui seraient apparus, plus ou moins, je sais pas, après parce qu'on n'est pas acteur pro comme Visiteur du Futur, mais il y aurait eu, je pense, de toute façon, les héros originels qui seraient apparus. Beaucoup, pas beaucoup, j'en sais rien, mais ils seraient là. Donc, quand vous faites ça, juridiquement, vous dites, ok, on sait que le film a la possibilité de puiser dans absolument tout l'écosystème transmédia à l'infini. D'accord ? Donc, le film peut récupérer les héros originels. Gaïa, Omega-Zell, Sparadra, Arteon, ils peuvent les faire jouer dans le film. Pour autant, ça n'empiéterait pas sur la web-série. Mais comme il tourne dans le film, et que tout ce qui est dans le film appartient au producteur, ça veut dire que le producteur, d'une manière ou d'une autre, possède maintenant un certain droit sur les héros originels de Noob. Et ça, c'est important de le noter. Si jamais le producteur peut utiliser tout ce qu'il veut de l'écosystème transmédia, il peut mettre la tour Galamadri à Bouillac, il peut mettre les curseurs, il peut mettre les héros originels, il peut mettre la guilde de justice, la guilde de Roxor, il peut reprendre aussi le design de certaines armures, il peut reprendre absolument ce qu'il veut, il peut mettre le Smourbif, il peut mettre le Piquois avec un design un peu différent ou pas, il peut tout faire, il peut tout mettre dans le film. Du coup, il faut voir qu'est-ce que ça implique. Parce que là, il y a une vraie question. D'abord, on va parler des entraves. Les entraves d'Olydri, c'était le fait qu'on n'avait plus la possibilité de céder des droits d'adaptation audiovisuelle. Et alors, sous toute forme. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de faire de web-série produite. Donc typiquement, je sais pas, demain, Golden Moustache, ils veulent absolument faire un film de Noob produit, ou Studio Bagel, etc. Ils mettent des budgets, ils veulent faire un truc, je sais pas, je dis une bêtise, voire même une OP, un sponsor qui se transformerait en producteur, le temps d'un épisode qui serait produit, etc. Bon ben là, il y a une vraie question. Peut-être qu'on n'aurait pas pu le faire. Ça se négocie tout ça, là je vous parle de trucs bruts. Ensuite, vous avez impossibilité de négocier un dessin animé, donc de faire une cession de droits audiovisuels pour une adaptation en dessin animé, pareil pour une série télévisée. Donc en fait, ça veut dire qu'on n'a plus le droit, on oublie notre rêve de reboot sur un portail de VOD un jour, là on ne peut plus. On oublie nos rêves de potentiel dessin animé un jour si l'occasion se présente, parce que là aussi on a eu des discussions avec des studios pour des dessins animés, ça prend énormément de temps, mais il n'est pas impossible qu'un jour Noob existe en dessin animé. Bon bah là on ne peut plus faire tout ça, parce qu'on cède un film. Donc ça veut dire que pour la branche cinématographique, on se retrouve avec beaucoup d'opportunités qui disparaissent. Et ça, c'est un vrai problème pour Olydri. Parce qu'Olydri, c'est un univers transmédia, ce qu'on crée a de la valeur, et on ne peut pas, sous prétexte qu'il y a une branche cinématographique qui s'ouvre, se fermer les portes de toute possibilité de dessin animé, de série Netflix, ça peut être sur un spin-off, ça peut être sur une autre époque de Noob qui n'est pas traitée par le film. Ça peut être très pénalisant. Donc ça, déjà, c'est un frein. C'est quelque chose qui, pour moi, est rédhibitoire. Je ne signe pas un contrat qui nous empêche de potentiellement adapter Néogicia au cinéma, Néogicia en série télé ou en dessin animé, et pareil pour Noob. Je ne signe pas un contrat qui, sous prétexte qu'il y a un film qui va être créé, qui m'empêche de faire un reboot sur Netflix ou sur Amazon ou sur HBO Max. Enfin, rêvons un peu. Donc, voilà, je préfère me dire, ok, je signe pas d'adaptation au cinéma, et quand j'aurai fini Noob, j'irai franco. Mais si jamais je tente un truc qui va me bloquer des opportunités, etc., je préfère aller au bout du concept et au bout de la licence Noob et essayer de voir jusqu'où l'aventure nous porte en étant totalement libre,
plutôt que d'hypothéquer toutes mes chances de voir un projet se faire pour une adaptation au cinéma français. Je vais être honnête, c'est pas la branche qui me fait le plus rêver, le cinéma français. J'ai toujours dit que le cinéma français, j'ai beaucoup regardé quand j'étais jeune, mais je me suis arrêté parce que malheureusement, je suis moins client aujourd'hui, ça me fait moins rêver. Et la concurrence est terrible avec les portails de VOD et compagnie. Donc, et puis il y a l'internationalisation. Donc oui pour le cinéma français, parce qu'il y a eu des belles choses qui se sont faites ces derniers temps, parce que je vois qu'il y a quelque chose qui est en train de renaître dans le cinéma français, donc oui c'est cool, mais pas au détriment de toute perspective de pouvoir signer par ailleurs d'autres adaptations audiovisuelles qui ne sont pas des films de cinéma français. Moi ce que je vends c'est une exclusivité pour un film de cinéma français. Mais le producteur, je comprends aussi qu'il ait besoin de rassurer ses investisseurs. Si jamais il demande aux investisseurs de l'argent, l'investisseur va lui donner. Mais si jamais 2 ans après on dit par contre Noob c'est aussi ça devient aussi une web série une série professionnelle sur Amazon. Et du coup Amazon récupère les droits de tout sauf de cette branche de cinéma français. Est-ce qu'on va pas créer une concurrence qui va bloquer le producteur dans son travail? Et je le comprends tout à fait. Ensuite, il faut voir les prérogatives du film. Donc on est d'accord, le film peut puiser dans tout ce qu'il veut dans Lolly Drivers. Au sens large, donc absolument dans tout. Il peut mettre Centralis, il peut mettre Sally Hazigar, l'héroïne de Neogicia, il peut la placer dans le film, il en a le droit. Il peut la mettre en tant que PNJ, puisque dans la web-série Noob c'est un PNJ, puisque tous les personnages qui sont développés dans le lore sont des personnages qui vivent en Olydri, et quand on a le jeu vidéo en face de nous, c'est comme dans World of Warcraft, ce sont des PNJ, donc il peut tout à fait mettre Sally Hazigar dans le film. Donc ça veut dire qu'il posséderait une certaine itération de Sally Hazigar via le contrat. Et le problème, c'est qu'après, si on continue le contrat, eh bien, le producteur se voit attribuer des droits à titre exclusif sur le film. Je dis encore une fois sur le film, mais c'est un film qui est dopé à tout le contenu de Lolly Drivers. Il a un droit de séquelle. Le droit de séquelle, pas droit à un séquelle. Il a le droit de séquelle. Ça veut dire que si l'envie lui prend, il peut faire une trilogie qui se passe après le film. Si jamais l'envie lui prend, il a le droit de préquel. Il peut faire une trilogie qui se passe avant le film. Et en plus de ça, le contrat offre au producteur un droit de spin-off sous forme de long métrage. Ça veut dire qu'il peut aussi se dire, ce personnage-là, vous voyez, là, il est pas mal, je vais faire un long métrage axé sur ce perso. Imaginons, il met l'héroïne de Neogicia dans le film Noob, il dit, ce personnage-là, les gens l'aiment bien, donc je vais faire un film sur le personnage de Sally Hazigar. Il peut le faire contractuellement, avec le contrat de base en tout cas, il peut le faire. Et donc il peut faire un long métrage, donc un spin-off sur le personnage de Sally Hazigar. Et donc moi ça veut dire que je signe pas un film, je signe un point de départ à quelque chose qui peut être beaucoup plus gros ensuite. Et je ne peux rien faire ensuite pour stopper la machine. De la même manière que les héros de la web-série Noob, il peut aussi faire un spin-off sur eux dès lors qu'ils sont dans le film. Parce que si jamais ils sont dans le film, puisqu'ils peuvent puiser dans tout ce qu'ils veulent, et qu'ils décident de garder les héros originels, il peut y avoir Gaïa, Omegazelle, Sparadra et Arthéon, personnages secondaires. Ces personnages sont intéressants. Il peut y avoir un long métrage axé sur leur histoire via le droit de spin-off. C'est tout à fait possible. Alors ça se discute après, une fois encore, hein. Rien n'est arrêté. Ce sont des clauses qui sont rédhibitoires pour moi. C'est juste hors de question. Je signe un film avec une exclusivité dans la branche cinématographique et on voit ensuite. On peut mettre un droit préférentiel, quelque chose, mais pas un packaging qui implique des droits de spin-off, le droit de séquelle, le droit de préquel. Et ensuite, il y a aussi le droit de remake. Mais j'ai pas fini. D'abord, revenons sur Gaïa, Omegazelle, Sparadra et Arthéon. Il y a aussi une clause qui explique que le producteur, et c'est bien normal, est seul capable de décider qui il met dans le film, en fait, hein, que ce soit à la technique, que ce soit en tant qu'acteur, que ce soit à tous les domaines. Donc, à ce stade, évidemment, il peut décider de recaster aussi les personnages de Noob en se disant, oui, vous n'êtes pas pro, donc on va recaster les persos. Ça aurait été casse-gueule, hein. Il n'aurait pas eu beaucoup de gens de la communauté s'il avait fait ça, mais il aurait pu le faire. Ensuite, il y a le droit de remake. C'est-à-dire que c'est un contrat qui te bloque les droits pendant 35 ans. Te dis déjà 35 ans c'est long, sachant que je vais même étayer un peu tout ça. En fait, quand vous signez un contrat, vous avez une option. Le producteur, il signe pas le contrat, il part pas faire le film, hein. Il y a une option, il y a une période de sécurité. Mais il fallait que je vous évoque un petit peu les entraves d'Olydri avant de vous parler de ça. Donc vous avez vu que Olydri ne peut plus vendre les droits d'adaptation en dessin animé, en web-série, en série télévisée, et même en général pour toute prise de vue réelle. Donc en fait on est cantonné à l'autoproduction, voilà. C'est-à-dire film amateur. En gros, hein, typiquement contenu amateur entre copains, on ne peut plus évoluer. Bon, on est bloqué. Eh bien une première option de 3 ans. Cette première option, elle est là, bon ok. Ensuite il y a une deuxième option qui peut être
soulever donc encore 3 ans, donc ça fait 6 ans. Et une fois que les 2 options sont terminées, si le producteur décide d'entrer en production, il a encore un délai de 5 ans avant de commencer à entrer en production. Ça veut dire que là, quand même, vous vous retrouvez pendant 11 ans avec vos droits bloqués. Pour qu'au final, peut-être le projet échoue et que rien ne se passe. Voilà, c'est quand même un sacré pari aussi que vous faites. Et on parlera argent après, mais en tout cas, déjà, ça fait beaucoup de contraintes. Hein. Vous êtes là, vous faites, il y a ça, puis il y a ça en plus. Oh là là, et puis là, on peut plus évoluer. C'est-à-dire que moi, demain, j'écris Neogicia 4, 5, 6, etc. J'ai un truc solide, et peut-être qu'un jour, je peux vendre les droits de Neogicia. Bah, du moment où il y a tout le lead reverse qui est bloqué, bah, je peux plus. Imaginez le blog de Gaïa qui est une bande dessinée, quelqu'un veut faire un dessin animé un jour, bah, il peut plus. Je veux même juste, imaginons il y a un modèle économique qui arrive là comme ça, comme par enchantement sur internet, et là ça y est, Noob se voit proposer une belle enveloppe pour financer de la fiction sur internet. Et ben, même ça je pourrais plus en fait. Donc ça fait quand même beaucoup de perspectives qui s'en vont, et nous ce qui nous plaît ce sont justement les perspectives. On a fait énormément de choses. Si on nous avait dit qu'on ferait des grands Rex, jeux vidéo, encyclopédie, le guide officiel qui va être un bouquin de 500 pages encore, enfin c'est trop bien. On a tourné avec des acteurs américains, on se retrouve un jour, on est en Nouvelle-Calédonie, le lendemain on est au Québec, on rencontre notre communauté dans le monde entier, enfin c'est juste un rêve ce qu'on vit. Mais il y a une partie de ça qui va se voir privé de perspectives. Or les perspectives, c'est ça qui nous fait avancer, c'est de se dire mais jusqu'où on peut aller. Et moi je suis désolé, mais le boss de fin, pour moi c'est pas le cinéma français. Je préfère rester sur ce qu'on a vécu et faire un bon grand Rex, plutôt que de me dire, allez, aujourd'hui on dit stop aux perspectives audiovisuelles, mais par contre vous avez un film au cinéma en France. Mais ça va vous coûter tout ça. Je suis pas encore prêt à le signer ça. Voilà, peut-être un jour je le ferai, mais aujourd'hui je ne suis pas encore prêt à le signer. Et donc je continue. Donc on a parlé préquel, séquel, spin-off, il y a aussi le droit de remake, donc vous êtes bloqué pendant 35 ans et au bout de 34 ans il peut y avoir un remake du film qui est vendu, et là vous retrouvez, je sais même pas trop exactement dans le contrat, c'était pas trop bien indiqué, est-ce que le contrat repart de zéro, est-ce que le droit de remake, je savais pas combien de temps ça nous réimmobilisait, enfin bon, il y avait le droit de remake. Et ensuite, il y avait par extension le droit de novélisation, donc la possibilité de faire un roman du film, et donc par extension, la possibilité de faire un roman du spin-off, un roman du séquel, du préquel, etc. Et donc du coup, on peut se retrouver avec un écosystème aussi dans le monde de l'édition. Donc pour l'instant, en fait, à part se créer un clone professionnel d'Olydri qui se retrouve avec la capacité de puiser à l'infini dans tout ce qui a été fait, la capacité de mettre tout ce qu'il veut dans le film, et ensuite la capacité de pouvoir se dire, bah maintenant je fais des préquels, des séquels, des spin-offs, et maintenant en plus je vais faire des romans, ça fait quand même beaucoup de concurrence quand même. Et il y avait donc dans les clauses qui me dérangeaient le droit de merchandising, donc c'est-à-dire que tout ce qui était récupéré, dès lors que c'était des produits dérivés du film, alors il y avait tout, hein, maroquinerie, textile, jouets, sur les logos, les slogans, les costumes, les personnages, les décors, tout était cité en fait là-dedans. Et donc au final, le contrat en tant que tel permettait de créer un clone de la société Olydri, avec quelques garde-fous, hein. Il y avait les droits de jeux vidéo qui étaient gelés, même pas qui étaient hors contrat, qui étaient gelés. Je sais pas trop ce que ça impliquait, il fallait des communs accords et compagnie, enfin voilà. Mais il y avait la possibilité de créer un clone professionnel de la société Olydri. Bon, bah, moi, la société Olydri, ça fait quand même des années que je bosse dessus, que mon frère bosse dessus, que ma femme bosse dessus, nos familles vivent de ça, l'aventure elle est quand même cool avec les copains. Donc voilà, la perspective, elle donne pas trop envie. Sachant que d'un point de vue artistique, Anne-Laure et moi, on devait être co-scénaristes sur le projet. Mais il y avait une clause qui expliquait que il y avait la possibilité, le producteur était seul à même de décider si jamais il plaçait d'autres auteurs sur le film, tous les auteurs qu'il voulait en fait, donc il pouvait détricoter ce qu'on faisait, parce qu'il y avait une clause qui expliquait que le producteur a toute possibilité de supprimer des personnages, modifier, enfin moduler en fait. Donc oui, on aurait pu être co-scénariste et être un peu les garants de l'alchimie Noob dans le film, mais sans aucune garantie, sans aucun filet, que notre travail ne soit pas dénaturé au fur et à mesure, et que, je sais pas, imaginons, il y a un producteur qui vient, qui dit, moi je mets 2 millions sur la table, par contre je veux ça. Bah, évidemment, le producteur il va dire ok, je peux le faire dans le contrat, donc je vais le faire. Sauf si le producteur dit non, ça c'est abusé. Genre des scènes où, je sais pas, je dis une bêtise, les héroïnes, comme dans le MMO, elles sont toujours à moitié à poil. Je suis un producteur, je mets 2 millions et je veux que les héroïnes elles soient toutes à moitié à poil dans le projet. Bon, je pense que même le producteur il aurait dit non, mais je suis même pas sûr, j'en sais rien, j'aurais pas pu décider. Donc vous voyez, c'est
c'est contraire à nos valeurs. Parce que dans Noob, justement, il y a Omegazelle le macho, il y a le côté misogyne, mais c'est pour montrer que les filles, elles se laissent pas faire et pour essayer de rétablir une certaine égalité. Enfin, voilà, on a quand même certaines valeurs dans Noob. Donc il y a quand même aussi une clause qui dit que le film doit être dans l'esprit de l'œuvre originelle, donc là ça aurait pu se discuter, voilà, mais en tout cas on n'avait pas la main dessus, donc même là c'était embêtant. Et j'étais annoncé comme étant réalisateur du film, mais avec possibilité, évidemment, si je suis pas à la hauteur, c'est tout à fait normal de me changer, de mettre des gens justement pour m'épauler, pour que le film se fasse, même si je suis défaillant. C'est normal, c'est tout à fait normal, ça j'ai aucun problème là-dessus, je suis même étonné qu'on ait pensé à moi en tant que réalisateur. Maintenant, ceci étant dit, il faut savoir quel est mon état d'esprit. Ça n'a jamais été mon rêve de faire un film professionnel. Même, tu me proposes le cinéma, j'y vois plus... Ok, c'est combien de temps je vais pas bosser pour ma propre société, parce que moi à la base je suis un auteur transmédia, je bosse pour Olydri, donc là ça veut dire que je vais bosser pour le producteur. Tu vois, déjà je traînais la patte, déjà c'était relou. Je me souviens l'avant-première de Visiteurs du Futur, ensuite on va voir donc François, son frère, il y avait Raphaël et Enya Barou, voilà, il y avait plusieurs membres du staff, et à un moment donné François il me fait bon le prochain film c'est le vôtre. Et moi je disais d'accord, mais c'est toi qui le réalise. Et lui il disait bah non, moi j'ai fait le mien, je suis en vacances maintenant. On rigolait, voilà, c'était des vannes, mais mon premier réflexe ça a été de dire c'est toi qui le fais alors, parce que vraiment naturellement, spontanément, j'ai pas envie d'aller dans le monde professionnel de l'audiovisuel. Donc c'est flatteur, on y réfléchit, on se dit bon bah les gars, il y a tout le monde qui te dit tu peux pas passer à côté de ce genre de choses, le cinéma il y a des gens qui en rêvent, et toi tu peux pas juste dire je préfère faire ma web-série sur internet et je refuse de réaliser un film au cinéma, surtout que c'est ton film, enfin c'est ta licence et tout. Mais vraiment sincèrement si jamais le film se tourne dans le sud, que je peux voir ma fille le soir, ma femme, que je peux vraiment, enfin ma famille en fait, je suis très famille moi, donc si jamais on me dit bah non pendant 2 mois tu vois pas ta famille, 3 mois, non j'ai pas envie de le faire, non ça m'intéresse pas, en plus j'ai pas la garantie que tout ce que je fais sera fidèle à mes idées, donc j'ai conscience de n'être qu'un rouage dans un monde professionnel et je sais quelle est ma place et il n'y a aucun problème avec ça. Mais ça me convient pas parce que je suis trop habitué à la liberté de tourner ce que je veux pour un média qui est libre comme Internet, avec mes copains, au rythme qu'on peut le faire, avec une communauté bienveillante. Je suis heureux comme ça en fait. J'ai pas envie de me retrouver dans un milieu qui peut-être sera toxique. C'est pas moi le monde professionnel de l'audiovisuel. Tous les gens que j'ai rencontrés, tous les gens avec qui j'ai discuté ont tous des anecdotes sur un côté toxique. Donc j'aurai forcément 1 ou 2 personnes qui vont me gonfler. Il y a forcément des trucs qui vont être relous et j'aurai pas une force de frappe incroyable. Enfin, voilà, je sais pas, c'est comme ça. Donc moi je me suis dit, je disais à Anne-Laure, si on en est là, si on en arrive jusque là, on en parlera. Mais je préfère que ce soit un réalisateur qui a travaillé toute sa vie et qui rêve de ça en fait. Quelqu'un dont le rêve est de faire un film au cinéma, il vaut mieux que ce soit lui qui le fasse. Moi, ma place, elle est plutôt en tant qu'auteur transmédia qui va communiquer avec tous les corps de métier du film, qui va être au service de chaque corps de métier et qui va essayer d'expliquer c'est quoi l'esprit de Noob, c'est quoi l'alchimie de Noob. J'ai pas besoin de tenir la caméra et dire action, non, ça, non. Moi, ma place, elle est plus en tant que personne qui a touché tous les corps de métier, qui commence à la page blanche et qui finit au mixage. J'ai touché à tout. Je sais quelle est l'alchimie qui fait que Noob, c'est Noob. Donc je pourrais discuter avec beaucoup de gens d'une production. Mais le faire moi, le film, je sais pas. Ça s'apprend, j'apprends vite, j'ai tout appris tout seul. Donc je pense que j'aurais pu le faire. Mais quand t'as pas l'envie, mais surtout, faut pas se forcer. Donc si un jour l'envie arrive, si un jour j'ai le sentiment que j'ai fait le tour et que mon équipe me dit bon là Fabien on est vieux, c'est bon, on arrête parce que il vaut mieux ne plus faire de fiction audiovisuelle, bon bah là peut-être que je reverrai ma vision, mais tant que j'ai ce que j'ai actuellement, c'est-à-dire tourner avec les potes avec une liberté totale, avec des outils incroyables que nous offre notre époque, je suis heureux en fait, voilà, je suis heureux, j'ai pas besoin du cinéma pour être encore plus heureux. Et ce que je dis c'est pareil pour une série Netflix ou une série machin, j'ai pas forcément envie de réaliser une série Netflix. Donc ce poste là, même s'il m'est proposé, même si je pense que ça aurait pu être cool, oui, à faire, je choisis ma famille, je choisis mes amis, et je choisis l'aventure telle qu'elle est. Donc et puis il faut pas oublier une chose, si jamais je bosse pas pour Olydri c'est une petite structure, c'est un petit studio qui est construit autour d'Anne-Laure et moi en tant qu'auteur.
On commence à développer des activités via Istos, via la gestion de crowdfunding pour autrui et tout ça. Donc on a une part logistique qui est assez costaud et qui commence à bien se développer et à apporter une solidité supplémentaire à Olydri. Mais pendant longtemps, Olydri ne vivait que de notre capacité à Anne-Laure et moi à créer des livres, à créer de la fiction, enfin voilà, et c'est ça qui permettait à Olydri, qui est, je le rappelle, une maison d'édition transmédia, d'éditer tout simplement. Donc si je bosse pour quelqu'un d'autre, Olydri, comment on dédommage Olydri? Ce qui nous amène au sujet de l'argent. Le souci, c'est que pour tout ce que je vous ai dit dans le contrat, en gros, il y a 12 000 € d'avaloir pour Olydri, pas plus. 12 000 €, c'est 5 minutes un soir de lancement de crowdfunding. Hein. Et je sais que je pèse mes mots parce que c'est incroyable de dire ça. Hein. De dire qu'un soir de crowdfunding, quand on lance un crowdfunding, 12 000 €, ça peut arriver en 5 minutes. On l'a vécu à chaque fois. Donc voilà, je dis pas que c'est pas beaucoup 12 000 €. Je dis juste que c'est un modèle économique qui est à notre portée. Donc là, c'est le gérant qui parle. Je vais pas priver la société Olydri Studio de toute perspective pour 12 000 €. Alors évidemment, il n'y a pas que ça, je vais y venir. Pour 12 000 €, je ne vais pas priver la société Olydri de mon temps de travail pendant des mois entiers contre une compensation de 12 000 €. La société Olydri, elle a besoin de ses auteurs. Donc forcément, si jamais je travaille pour le producteur, il faudrait que la société Olydri, qui se voit dépossédée d'une bonne partie de ses prérogatives en termes de cession de droits audiovisuels sur tout support, puisse au moins avoir une compensation. En plus, c'est pas comme si ce qu'on crée pour nous ne valait rien. Donc là, je trouvais qu'on n'y était pas. Un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Ce qu'on a vaut bien mieux que la perspective de faire un film contre 12 000 € d'avaloir. C'est même pas 12 000 € fixes, c'est 12 000 € d'avance qui sont non remboursables, ce sont des avaloirs. Mais ça reste des avances, ça veut dire qu'il y aura l'exploitation du film et il va falloir rembourser ces avaloirs avant de toucher plus d'argent. Ensuite, pour Olydri, il y a un intéressement au succès du film, à tout ce que le film pourrait générer comme argent. Il y a deux types d'intéressement. Il y a sur le prix du billet. Là, Olydri toucherait 0,1%. Donc le prix médian du billet en 2024 étant de 12 €. Vous faites 500 000 entrées, 500 000 fois 12, ça fait 6 millions. 0,1% de 6 millions, ça fait 6 000 €. Donc on rembourse la moitié des avaloirs avec ce pourcentage-là. Donc il faudrait faire 1 million d'entrées pour espérer, juste avec le pourcentage du billet, rembourser l'avaloir et commencer à espérer gagner de l'argent. Mais 1 million de places, 1 million d'entrées, vous les faites pas avec un film de genre, ou alors il faudrait vraiment qu'il se passe quelque chose d'incroyable, et c'est possible. Mais c'est peu probable. L'autre source de revenus qui permet de rembourser les avaloirs, ce sont les RNPP, les recettes nettes par producteur. En gros, le film va générer de l'argent avec les billets, les DVD, les ventes de diffusion pour les chaînes, pour les portails en VOD, enfin voilà, il y a tout un tas d'accords qui vont être faits. Ça va générer de l'argent. Cet argent-là, ensuite, il va falloir payer tout un tas d'acteurs du monde de la distribution, des agents, il va falloir payer la part des chaînes de télé, des portails de VOD, etc. Enfin, il y a 1 milliard de trucs à payer. Et ensuite, il y a ce qui revient au producteur. Donc, on va dire le brut. On enlève le brut, au brut tous les intermédiaires, et ensuite, le producteur va toucher les RNPP. Et ça, en fait, sur ça, il y a un petit pourcentage. Alors souvent, c'est à coût de 0,25% qui vont aller à Olydri. Donc j'ai fait des estimations sur des millions d'euros, en fait. Ce sont des sommes qui sont assez faibles. Donc Olydri n'aurait pas eu de perspective de changement radical de sa vie, en fait. Un film noob au cinéma n'aurait pas changé la trajectoire d'Olydri. Ça aurait été des petites sources de revenus comme ça. Alors c'est des bénéfices, hein, effectivement. Quand on fait un crowdfunding, c'est entre guillemets un chiffre d'affaires. L'ensemble du crowdfunding part soit dans des contreparties, soit dans le projet. Ça fait vivre la société pendant 2 ans, par exemple, parce qu'effectivement, on va pouvoir, chiffrer le stockage des costumes, acheter du nouveau matériel. On va pouvoir payer aussi une part des salaires de ceux qui travaillent sur le projet pendant les 2 années, etc. Ça fait vivre la société, un crowdfunding. Mais c'est avant tout pour le projet. Et ensuite, une fois que le projet est sorti, on va prendre l'exemple du jeu vidéo, une fois que le projet il est là, c'est l'exploitation du jeu vidéo qui va permettre à Olydri de tirer ses premiers bénéfices. Olydri ne prend pas de bénéfices sur un crowdfunding. Et donc le jeu vidéo noob, je pense, en tout cas via les estimations que j'ai fait, et là j'ai vraiment fait des estimations sur la possibilité que le film noob soit un succès incroyable. J'ai misé à peu près sur 1 million d'entrées. Le jeu vidéo était devant en termes de retombées financières.
parce que le jeu vidéo il est sorti sur plusieurs continents, il est sorti sur toutes les plateformes en physique et en dématérialisé, donc il y a eu quand même pas mal de ventes, et Microïd nous a versé la part qui revient justement à la maison mère de Lolly Drivers, c'est-à-dire Olydri, et ça nous a permis là effectivement de tirer un bénéfice. Le film nous aurait permis d'avoir un bénéfice, mais pas énorme, et encore s'il se fait, si on n'a pas les droits bloqués pendant des années pour rien, et si jamais c'est un succès. Donc voilà, c'est le seul truc qui m'intéressait en fait avec un film français, c'était la perspective que le projet se fasse sans me faire perdre du temps. Donc l'idée, c'était que moi, je sois dans mon coin à faire des trucs et que de temps en temps, j'ai un suivi sur le film et que je dise « Ah, c'est trop bien, il y a un projet qui est en train de se faire en parallèle. » Mais moi, je continue à bosser dans mon coin sur mes romans Néogicia, sur mes romans Noob, sur mon encyclopédie 2, sur le futur jeu de rôle papier, sur les prochaines fictions en vidéo de Noob, sur les sagas audio. Voilà, mon petit univers, continuer à faire Noob sans léser la communauté, sans se dire, écoutez les gars, je suis désolé, pendant un an, vous n'aurez plus de nouvelles de moi, je sortirai plus rien du tout, parce que je vais préparer un film pour un autre producteur. Je pense que ça aurait pas été bon non plus de proposer ça. Sauf si vraiment c'était la chance de notre vie, mais voilà, en toute honnêteté, je pense que Visiteur du Futur, c'est sorti, c'est cool, je cite Visiteur du Futur parce que c'est une web-série comme nous, hein, donc c'est l'exemple le plus parlant, mais il y a aussi En passant pécho, qui était une web-série, mais encore c'est un peu bizarre, c'est encore autre chose, et ils ont sorti ensuite un long-métrage sur Netflix, je crois, au cinéma, je sais plus, enfin, prenons Visiteur. Ok, le film il est là, il est sorti, ça a été cool, ça a été incroyable de se dire, ils ont fait un film, c'est super, mais est-ce que ça a changé leur vie ? Est-ce que la licence aujourd'hui s'est retrouvée boostée ? Est-ce qu'on a vraiment quelque chose où on se dit il y a un avant, un après ? Voilà, les gars, ils ont accompli le niveau ultime en fait de la fiction audiovisuelle, et ça y est, leur vie a radicalement changé, leur quotidien n'est plus le même. Je suis pas sûr. Je suis très heureux de la trajectoire de Noob, de la longévité de Noob. Ce qu'on vit, on le vit sincèrement. C'est une vraie passion. Je suis très famille, donc moi j'ai besoin de voir ma famille. Je veux pas être loin de ma famille longtemps. Et il y a un autre facteur, je suis pas parisien. Donc tout se passe à Paris. Donc ça aurait voulu dire des allers-retours. Parce que la communication, ça je peux vous le garantir, elle est très compliquée entre la province et Paris. C'est compliqué. On a essayé tous les canaux et compagnie pour se comprendre, on perd du temps. Et moi, le temps, je peux pas me permettre d'en prendre. Donc, si jamais je perds du temps, hop, on finit le projet, film ou pas film, cinéma ou pas cinéma, je m'en fous. Il faut gagner du temps, il faut être efficace, il faut avoir une certaine souplesse, il faut pouvoir s'adapter. Et surtout, on avance. Voilà, c'est ça qui est important. On avance, on parle contrat, on parle concret, on avance. Et il faut bien comprendre une chose, c'est que la plupart des gens, quand ils signent un film au cinéma, soit ce sont des droits d'adaptation d'un roman, soit les droits d'adaptation d'une BD, enfin quelque chose qui a été négocié avec l'éditeur, soit c'est un concept qui a été imaginé, taillé pour une adaptation. Souvent, moi en tout cas j'en ai connu, des potes qui toute l'année créent des concepts dans l'espoir que l'un d'eux soit adapté. Mais ce sont des concepts qu'ils créent à la chaîne, ils en créent plein, et quand il y en a un qui intéresse un producteur, il dit banco, et là évidemment il signe tous les droits, il s'en fout, parce que l'idée c'est de signer le concept. Noob est un concept qui existe déjà, qui a 16 ans d'expérience, et qui a une trajectoire qui est très sympa. Donc en fait, évidemment qu'on n'est pas vraiment adapté au monde du cinéma et au monde professionnel, parce que ça voudrait dire se priver d'une liberté qu'on a acquis, mais vraiment difficilement, parce que je peux vous dire que chaque jour ça bosse, et il y a on a acquis cette liberté à coup d'espérance de vie, hein. La sédentarité, tout ça, je vais la payer un jour. Mais je comprends d'un autre côté que le producteur se dise mais moi si tu m'enlèves tout ça, je fais comment pour bosser ? Moi tu m'enlèves les droits de séquelles, de préquels, de spin-off, donc tu m'enlèves les entraves comme quoi vous n'avez pas le droit de signer, de vendre vos droits d'adaptation sur d'autres médias, donc potentiellement à tout moment vous pouvez annoncer un reboot sur Netflix, ça va me mettre mal avec mes investisseurs, ou ça va créer une concurrence, ou au contraire un cercle vertueux, c'est possible aussi, mais en tout cas ça va mettre en comparaison, donc il faut que le film ne souffre pas forcément de la comparaison d'un projet qui serait éventuellement produit à l'international. Voilà, je comprends. Peut-être aussi que le producteur il a envie de se rémunérer sur les droits de merchandising, etc. Alors
j'aurais pas dit non à tous les droits de merchandising, mais j'aurais limité, j'aurais cantonné, parce que là il y avait tout, là c'était abusé. J'aurais limité au guide officiel. Évidemment, les Blu-ray DVD, c'est pas du merchandising, ça c'est l'exploitation normale. Mais guide officiel, quelques t-shirts, des mugs, enfin des trucs de base en fait, mais certainement pas les jouets, certainement pas les peluches, certainement pas tout ce qui est à collectionner pour les geeks. Ou alors si, mais avec une obligation de passer pour Olydri pour les créer. Parce que de toute façon, c'est notre métier de créer des produits dérivés. On en crée pour l'armée, on en crée pour beaucoup de compagnons. Hein. On a fait la peluche, par exemple, là, il n'y a pas longtemps, de Maliki pour son crowdfunding. On fait des peluches, on fait des figurines, on fait absolument tout. Donc j'aurais pu dire, ok, mais il faut qu'Olydri s'y retrouve. Donc si vous voulez faire les produits dérivés, il y a obligation de passer par Olydri en priorité. Et si Olydri vous dit non, là, vous pouvez passer par quelqu'un d'autre. Peut-être, on aurait pu aussi négocier ça, c'est possible. Mais à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait un cercle vertueux qui s'enclenche. Là, il n'y avait pas de cercle vertueux, là. Donc, c'est pour ça. Et après, vraiment, le dernier point, et c'est celui que j'évoquais tout à l'heure, c'est que je ne suis pas parisien, donc je pense vraiment que le monde professionnel de l'audiovisuel est un monde qui prend son temps, est un monde où il y a beaucoup de rencontres, de discussions, de blabla, à boire des cafés, enfin, je sais pas, mais je pense qu'il doit y avoir beaucoup de réseautage, beaucoup de discussions, on prend notre temps, on discute, on y va, et moi je suis dans une logique de les gars, là si vous me bloquez 1h30 cet après-midi, vous me flinguez mon après-midi pendant que la petite est à l'école, donc il faut qu'il en ressorte quelque chose, parce que là j'aurais pu écrire tant de pages pour mon prochain bouquin, ou j'aurais pu faire tant d'effets spéciaux pour le projet qui va sortir au Grand Rex, parce que comme j'ai toutes les casquettes, mon temps il est précieux, vraiment, j'en ai besoin de mon temps, et donc quand on se retrouve en fait avec une réunion, 2 réunions, ça avance pas et compagnie, que ça tourne en rond, que voilà, c'est moi je peux pas en fait, le préjudice est trop grand en fait. Si jamais je perds une semaine de mon année, peut-être je finis pas pour le Grand Rex en fait, enfin non, je peux pas me permettre de faire ça en fait, donc j'ai besoin que ça aille vite, donc ça aussi, et ça c'est ma faute de ce côté là, parce que effectivement mon cas il est particulier. J'ai besoin que ça aille vite, donc je ne supporte pas quand ça tourne en rond, et donc du coup, d'un moment, je dis, oh les gars, stop, moi c'est bon, stop. Et les mecs ils disent, mais attendez, les films, ça se négocie sur 1 an, sur 4 mois, et du coup ils comprennent pas trop, mais moi j'ai pas envie d'avoir des discussions stériles et compagnie, ça me gonfle en fait, mais j'ai personne pour négocier à ma place, c'est le problème. Il y a Anne-Laure non plus, parce qu'Anne-Laure elle est autrice au même titre que moi, donc il faudrait que, du coup, ils nous ont dit embaucher un juriste pour faire ça, et ils ont raison quelque part. Alors, ils ont dit aussi qu'on comprenait rien au contrat et qu'il fallait embaucher un juriste. Alors là, je suis moins d'accord. Mais par contre, effectivement, dans le sens où, si vous n'avez pas le temps, embauchez un juriste spécialisé dans le droit du cinéma, vous lui dites quelles sont vos limites et on discute avec lui, ça aurait pu être envisageable. Mais on perd de l'argent, on n'en gagne pas avec ce contrat. On a tout à perdre, c'est-à-dire que si le film se fait, ça va être bien pendant peut-être 1 mois, 2 mois, je vous citais l'exemple de Visiteur du Futur, c'est génial, mais voilà, après le soufflet retombe vite, la société est comme ça aujourd'hui, c'est ainsi, hein. Soit vous faites un film culte, bon là, je pense que c'est pas avec des films tirés de web-séries qu'on va faire des films cultes, soit vous faites un film, vous avez des belles retombées, mais après ça retombe tout aussi vite, et vous vous servez de ce film pour faire carrière dans le cinéma, comme c'est le cas de François, qui je pense va faire un autre film, puis un autre film, puis un autre film, et qui va avoir une énorme carrière en tant que réalisateur et scénariste dans le monde du cinéma. Moi je veux pas faire carrière là-dedans. Donc le film il va arriver, il va avoir son pic, il va redescendre gentiment, et ensuite voilà, ça va être un souvenir, parce que pourquoi on se souviendrait plus du film Noob que, je sais pas moi, de Avatar 2, évidemment, Avatar 2, qui est déjà oublié par la plupart des gens parce qu'il n'était pas fifou, mais il était très beau. Dans ce cas-là, un pauvre film français tiré d'une web-série avec 4 millions de budget, évidemment qu'il va être oublié au bout d'1 mois. Et encore, je suis gentil, hein, moi, hein, la mémoire, elle est plus d'1 mois aujourd'hui. Hein. Vous avez votre film, vous le regardez, le soir, vous passez sur un truc sur Internet, et le lendemain, vous avez une nouvelle série Netflix à binge-watcher. Donc, si jamais vous avez rien à gagner avec un contrat, que vous voulez pas faire, enfin, quand je dis rien à gagner économiquement pour ma société, que moi, le risque, ça aurait été de me prendre du temps pour bosser pour un film au lieu de bosser pour ma société, donc le risque de mettre en danger ma propre société pour le temps que je ne passerai pas à travailler pour elle, mais d'un autre côté le risque de me dire ouais mais bon, si jamais je passe pas du temps sur le film il va s'appeler Noob, mais en vrai ça va partir en n'importe quoi, il y aura pas l'alchimie Noob, donc je suis bien obligé de bosser là-dessus. Vous voyez, ça colle pas, et puis en plus il y a des entraves pour la société Olydri, donc la société Olydri, je perds des perspectives, donc je serai là à me dire ouais d'accord, je fais Néogicia,
mais je sais que ça sortira jamais en projet audiovisuel pro. Bah dommage, parce que j'aurais bien aimé un jour tenter ma chance aussi. Et puis en termes d'envie, tout simplement, juste d'envie, je préfère tourner avec mes potes, faire mes films amateurs avec mes potes, chose que le contrat ne m'interdit pas, une fois encore, hein, je peux tout à fait le faire. Je peux juste pas vendre les droits d'adaptation et donc être produit pour un projet audiovisuel. Mais je peux tourner, voilà, comme on fait jusqu'à maintenant avec mes potes, ça me l'interdit pas. Mais comme ça me prendrait du temps, je pourrais pas non plus le faire autant que je voudrais. Donc voilà, j'ai fait le tour de la question à un instant T. Ça veut pas dire que cet avis va pas évoluer, bien sûr que ça va évoluer avec le temps, ne serait-ce que quand la situation sera différente. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est ma position. Prochain objectif, le Grand Rex. Enfin, le prochain gros objectif, hein, évidemment, on va se voir tout au long de l'année via des contenus. Mais le Grand Rex, et je vais vous montrer un peu la post-prod, on va faire des bandes annonces, des machins, on va faire des lives. Ça va être plutôt sympa. Allez, je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.